información que nos ha brindado y tiene ahora la palabra la señora Alexandra Novoselov. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous remercier sincèrement de l'invitation que vous m'avez faite de venir m'exprimer devant vous aujourd'hui, devant cette auguste enceinte qui est l'objet de mes recherches en relations internationales depuis plus de 20 ans. Vous m'avez invité pour parler d'un sujet, la coopération triangulaire, qui peut paraître technique au premier abord, mais qui ne l'est évidemment pas. La coopération triangulaire est au carrefour de tout ce que fait le Conseil de sécurité quand il décide, quand il crée une opération de maintien de la paix, quand il demande un certain nombre de réformes au secrétariat, quand il évalue l'action des casques bleus sur le terrain ou quand il envisage de réduire, voire de fermer une mission. À chacune de ces étapes, le Conseil de sécurité se doit d'engager, d'une manière ou d'une autre, un dialogue avec le secrétariat et les contributeurs de troupes et de police. Et ce dialogue doit, je le crois, aujourd'hui être renforcé. Il devrait même constituer une sorte de principe de base au sein d'une organisation où ceux qui mandatent, ceux qui payent et ceux qui contribuent en effectif ne sont pas les mêmes. C'est la résolution 1353 du 13 juin 2001 qui pose les bases de la coopération triangulaire en adoptant une déclaration de principe et en proposant un certain nombre d'options pour organiser cette coopération. Elle chargea d'ailleurs le groupe de travail du Conseil sur les opérations de maintien de la paix, créé peu de temps auparavant, de s'investir dans ce domaine. Le Conseil soulignait dans cette résolution que ces consultations avec le secrétariat et les pays fournisseurs de contingents devaient renforcer sa capacité à prendre rapidement les décisions appropriées et efficaces dans l'exercice de ses responsabilités. Au cœur de cette résolution se niche en effet le débat sur l'efficacité des opérations de maintien de la paix en termes de capacité et de soutien adapté, de ressources humaines et financières suffisantes, d'appui à la formation des divers personnels, du développement de l'information et de l'analyse permettant d'alimenter une planification régulière. Éléments qui sont tous au cœur du débat que vous avez depuis 1 an dans le cadre de l'initiative Action pour le maintien de la paix. Depuis l'adoption de la résolution 1353, tous les documents de référence appelant à améliorer l'efficacité des opérations de maintien de la paix, de la Capstone Doctrine au rapport IPO en passant par l'initiative New Horizon, ont mentionné le nécessaire renforcement de la coopération triangulaire. Diverses initiatives ont été prises, mais aucune n'a encore abouti à un processus régulier et systématique permettant d'institutionnaliser cette pratique, d'établir un cadre, comme l'a rappelé le rapport IPO, et d'instaurer des consultations interactives qui auraient un véritable impact sur la mise en œuvre des mandats. C'est aujourd'hui ce cadre qui doit être défini de manière précise afin que cette interaction devienne une pratique régulière du Conseil et ne dépende plus des initiatives des uns ou des autres. Je souhaiterais ici faire quelques propositions concrètes à même de permettre de remplir cet objectif en trouvant un équilibre entre la dimension formelle et informelle de ces réunions, où chaque protagoniste, le Conseil de sécurité, les contributeurs et le secrétariat, pourra gagner la confiance lui permettant de parler des sujets qui fâchent. Mr. President, these triangular consultations should take the form of regular private meetings between the Security Council, the Secretariat, and the major contributors. They should involve the primary troop and police contributors specific to the mission under consideration, since they are taking the main risks in the field. 10 troop and police contributors could be considered as a good number to allow a focused discussion. Some flexibility would of course be required when adjusting the exact number of attendees, but the meetings should not be transformed into yet another fora where no one would be willing to talk openly and informally on the real issues. These meetings should be informal in order to facilitate constructive dialogue. No readout of these meetings should therefore be issued. The idea would be that views and concerns expressed by troop and police contributing countries would be taken into account by the pen holder and would therefore shape the way a mandate is conceived. But that would not encroach on the decision-making prerogatives of the Council. These consultations should be held before the renewal of the mandate of a mission, before and after a major strategic review has been conducted by the Secretariat, and when a major
mission-related crisis occurs. They could be held at the start of the process initiated by the pen holder to renew a mandate and immediately after the advance copy of the Secretary General's report is sent and shared with the main contributors. Sufficient time should be afforded to all stakeholders to come to these meetings with appropriate feedback and input. These triangular consultations should be held at the expert level, attended by political and military experts, as these discussions are fundamentally political and military ones. This does not mean that at times when stakes are higher, these meetings could not be held at a more senior level in order to enable effective decisions. And as already suggested by Resolution 1353, such meetings could be strengthened by the holding of a parallel discussion of purely military nature within the informal setting of the Military Staff Committee, to which key contributors not serving in the Council can be invited. To summarize, what is needed is to have one type of triangular meeting that is informal in its nature, but mentioned in the program of work of the Council, restricted in its format, called by the pen holder, and organized in coordination with the presidency of the months of the Council. As the Security Council decides of operations in increasingly challenging and dangerous contexts and pushes major contributors to take more and more risks in a context of financial cuts, it is only legitimate that those contributors demand a greater say in how the Security Council shapes peacekeeping mandates and how the missions are designed. In such challenging contexts, the UN can no longer postpone triangular discussions and let the gap between the Council and contributing countries widen and tensions increase. The objective of triangular cooperation must be to achieve a shared understanding of the challenges and a shared responsibility to make those operations more efficient as well as better supported politically, militarily, and financially. Each end of the triangle has an important role to play in this common endeavor through an engagement that must be early, meaningful, and timely. And as I wrote in 2015, triangular cooperation is a reform that is free of charge and that instead increases the cost efficiency of peacekeeping operations. Monsieur le Président, dans ce contexte, l'idée n'est pas d'alourdir encore l'ordre du jour du Conseil de sécurité, d'ajouter une énième réunion où le déclaratoire remplacerait l'opérationnel. L'idée serait de systématiser l'informel, de faire de ces échanges un passage obligé et utile de la négociation d'un mandat. Pour cela, ces réunions doivent aussi être prises au sérieux par tous, que chacun y participe dans un esprit constructif avec les éléments d'information utiles à leur examen. Ceci nécessitera bien entendu un certain nombre d'ajustements en termes de circulation de l'information entre les contingents sur le terrain et leur capitale, puis leur mission permanente à New York. Ceci pourra aussi nécessiter l'instauration de dialogues stratégiques entre capitales dans lesquels les questions relatives aux opérations de maintien de la paix devront être mieux traitées. Il s'agit aujourd'hui de renverser la tendance et de saisir le nouveau momentum que nous offre la séance d'aujourd'hui pour mettre en œuvre un mécanisme de consultation triangulaire qui est dans l'intérêt de tous, et ce, pour 3 raisons essentielles. La première, une réelle coopération triangulaire permettrait de rapprocher le Conseil de sécurité des considérations de terrain. Il n'est évidemment pas dans l'intérêt du Conseil d'élaborer des mandats qui ne seraient pas appliqués sur le terrain ou qui seraient appliqués avec réticence par les contributeurs. Ceci serait la porte ouverte à tous les cas de désobéissance, restriction d'emploi des moyens et autres inactions qui mettent à mal la réputation des casques bleus. Les processus de négociation du Conseil doivent mieux se nourrir des réalités du terrain et la coopération triangulaire doit en constituer un moyen. Deuxièmement, un tel dialogue participe aussi de l'unité du Conseil, vitale à ces opérations. Les batailles politiques menées ici et là ne font qu'affaiblir ces opérations.
Au contraire, mieux se comprendre permet d'accroître le sentiment d'appartenance à un même projet. Enfin, par une meilleure information de tous, un tel dialogue doit aider à construire un meilleur consensus autour de la façon de mener ces opérations de maintien de la paix et de mieux en définir un cadre opérationnel réaliste et réalisable. Bref, d'élaborer, sans le dire, une doctrine d'emploi adaptée à la spécificité de ces opérations comme à l'évolution de leur environnement. Monsieur le Président, pour conclure, si le maintien de la paix est un partenariat, la coopération triangulaire doit en constituer l'un des moyens privilégiés et elle en serait d'autant renforcée si le fardeau du maintien de la paix était mieux partagé. Elle ne résoudra pas tous les problèmes, loin de là, mais aidera, j'en suis persuadée, à une meilleure gestion collective, multilatérale, des défis de ces opérations. Le débat d'aujourd'hui permettra, je l'espère, d'enclencher enfin l'institutionnalisation souple et informelle de cette coopération triangulaire. Muchísimas gracias, señor presidente, por su atención. Doy las gracias a la señora Novoselov por la información